Terre, notre planète, unique, toujours en mouvement et en métamorphose. Les continents dérivent, s'entrechoquent. Les volcans grondent et crachent leur colère. Les glaciers avancent ou cèdent du terrain. Ces forces titanesques, jamais en repos, nous ont laissé en héritage bien des mystères géologiques. Parmi eux, aucun n'est plus étonnant que la vallée de la mort, le désert le plus chaud et le plus aride des États-Unis. Ici, des blocs de pierre de 300 kg semblent se déplacer tout seuls. La vallée de la mort est située à l'altitude la plus basse du pays. La croûte terrestre y est plus fine que presque partout ailleurs. Pour les chercheurs, l'endroit est un laboratoire grandeur nature. Ici, on peut lire à même la roche l'histoire de notre planète et découvrir ses mécanismes secrets. Un pas de plus vers les origines de la vie. À cheval sur la Californie et le Nevada, et cernée de montagnes vertigineuses, la vallée de la mort est le plus vaste parc national américain. 13 628 km², soit plus que toute la région Île-de-France. Elle s'étire sur 225 km et frôle parfois les 25 km de large. Ici, un soleil de plomb fait grimper le mercure jusqu'à 56 degrés. Ce désert brûlant est l'un des lieux les plus inhospitaliers sur Terre. Mais pour les géologues, cette vallée est un joyau, un théâtre à ciel ouvert où ils peuvent observer les forces titanesques de la nature en action. Quand on regarde la vallée de la mort, on est spectateur d'une bataille entre le processus qui se déroule à la surface de la Terre. Tout l'historique de ces transformations est gravé dans la pierre. Cet endroit est une mine d'informations géologiques sans équivalent. Pour découvrir comment s'est formée la vallée, Tony Prave recherche les roches les plus anciennes. Il explore l'un des coins les plus reculés de la région, à l'extrême sud de la vallée, dans les monts Alexander. Cette roche est l'une des plus anciennes de la vallée. Elle a 1,2 milliard d'années. Étant donné sa couleur et sa friabilité, voyez comme elle s'effrite quand je la gratte. C'est sans aucun doute une roche calcaire. Ce calcaire permet d'imaginer à quoi ressemblait ce désert aride. Le premier milieu auquel on pense quand on voit une couche de dépôt calcaire, c'est le milieu marin. Les roches calcaires ne se forment pas de mille façons. Elles sont constituées des coquilles et des squelettes des créatures marines. Lorsqu'elles meurent, elles sombrent sur le plancher océanique. Au fil des âges, le poids des dépôts successifs les agglomère lentement en une roche solide. Tony Prave a découvert une autre preuve étonnante que la mer occupait jadis la vallée de la mort. Il y a bien évidemment les fossiles, qui sont des indices capitaux pour un géologue. Voici d'ailleurs de très beaux exemples des fossiles qu'on trouve dans ces roches anciennes. Vous voyez ces formes arrondies qui ressemblent à des choux-fleurs coupés en deux. Ce sont des stromatolites, formés par des micro-organismes. Ces fossiles marins indiquent la présence d'une mer peu profonde dans ce qui est aujourd'hui la vallée de la mort. Voici à quoi ils auraient ressemblé à l'époque où ils proliféraient ici même, lorsque les couches calcaires ont commencé à se former, il y a plus d'1 milliard d'années. Ces formations nous apprennent qu'il y avait ici une mer peu profonde. Imaginons qu'on soit à l'époque où ces roches se sont formées. Je serais assis ici, en maillot de bain, et l'eau m'arriverait à la taille, un peu comme aux Bahamas. Ces stromatolites sont l'un des premiers signes de la vie sur Terre.
Pour découvrir ce qui s'est produit au cours du milliard d'années qui a suivi leur apparition, Tony Prave ausculte les montagnes environnantes. Les différentes strates de roches colorées qu'on voit sur ces reliefs représentent les mers anciennes qui ont recouvert successivement la région. Les sédiments déposés forment une couche de calcaire, puis la mer se retire en laissant ses dépôts derrière elle, et ainsi de suite. Ainsi, nous pouvons retracer l'histoire de la région depuis l'ère des stromatolites jusqu'à ses couches géologiques 1 milliard d'années plus tard. Les géologues voulaient comprendre quel bouleversement géologique avait bien pu transformer une ancienne mer peu profonde en un désert brûlant. Tony Prave a trouvé quelques indices dans une roche totalement différente des calcaires marins étudiés jusqu'à présent. Regardez ce beau bloc de granit. Il a formé les veines que vous voyez dans les collines derrière moi. Ces veines apparentes sont un peu comme les doigts de ma main. Elles sont reliées à une masse plus importante de granit ancrée dans le sol. La présence de granit explique pourquoi les mers qui ont recouvert la vallée de la mort ont disparu. Car si aujourd'hui il est à l'état solide, il fut un temps où ce granit était encore de la lave en fusion. Il n'existe qu'une seule force de la nature, capable de faire fondre la roche et de la propulser à 1093 degrés Celsius à la surface de la Terre. Les volcans. La mer ne s'est pas asséchée. Elle a été repoussée par cette barrière de feu. Ce n'est que dans les années 1960, avec la découverte de la dérive des continents, que les scientifiques ont compris pourquoi des volcans étaient apparus sous la vallée de la mort. La théorie de la tectonique des plaques a révélé qu'il y a environ 100 millions d'années, un ancien plateau océanique a commencé à glisser sous l'Amérique du Nord. Conséquence, la Terre à cet endroit s'est soulevée. La chaleur générée par cette collision a donné naissance à une chaîne de volcans côtiers qui ont fini par repousser la mer, recouvrant la vallée de la mort. Ce paysage devait être un champ volcanique en pleine activité, très hostile. Il a signé l'acte de naissance de cette vallée. Ici et là, quelques vestiges dressent leur silhouette fantomatique. Ils témoignent de la présence d'une substance bien plus rare que le granit, elle aussi ramenée en surface par les volcans. L'or. Bien que l'on trouve de l'or dans plus de 30 États des États-Unis, ici, le précieux métal a formé des veines prisonnières de la roche à mesure que le magma s'est solidifié près de la surface. De quoi envisager une exploitation et déclencher des millions d'années après sa formation la ruée vers l'or de la vallée de la mort. Voici un magnifique exemple de mine d'or. C'est la mine Eureka dans la chaîne des Pyramides. Ici, on a cherché de l'or dans les veines de granit qui se sont immiscées dans ces roches il y a 100 à 200 millions d'années. Les filons étaient supposés être nichés dans ces remontées de granit qui ont percé la couche sédimentaire. Et c'est là que de l'or a pu se concentrer. La ruée ne durera que quelques années. Les mineurs devaient souvent déblayer 1 tonne de roche pour trouver à peine assez d'or pour fabriquer une seule alliance. Aujourd'hui, il ne reste que des galeries vides et des villes fantômes. C'est intéressant de se dire que la fièvre de l'or, qui a embrasé la région, est une conséquence directe de l'activité volcanique d'il y a 100 à 200 millions d'années. Sur le site qui deviendra la vallée de la mort, la bataille entre les volcans et les mers anciennes a laissé une trace qui n'a pas échappé aux géologues. Les stromatolites fossiles sont la preuve que l'endroit a un jour été submergé par des eaux peu profondes. Les veines de granit se sont formées dans le chaudron des volcans qui sont apparus ici il y a une centaine de millions d'années et qui ont fait reculer la mer.
Ce sont ces volcans qui ont signé l'acte de naissance de la vallée de la mort. Au premier jour, cet endroit était dominé par des sommets de près de 4000 mètres. Mais tapis dans les profondeurs de la Terre, des forces géologiques ont œuvré pour les abattre, étirer la croûte terrestre et faire de ce lieu le plus bas des États-Unis. Pendant 1 milliard d'années, la vallée de la mort était une vaste plaine sous-marine. Puis, il y a une centaine de millions d'années, des volcans ont formé de hautes chaînes de montagnes. C'est alors que le vrai mystère géologique commence. Car il est clair que la région a subi une transformation extraordinaire. Aujourd'hui, les sommets qui dominaient le paysage ont laissé place à une vallée, sous le niveau de la mer. Seul vestige, ces cimes enneigées culminant à près de 3500 mètres, qui en gardent encore l'accès. C'est loin sous la surface de la Terre qu'il faut chercher les forces colossales qui ont modelé cette dénivellation entre deux endroits distants d'une trentaine de kilomètres seulement. La vallée de la mort est mystérieuse à bien des égards. C'est un paysage unique. Le fond de la vallée est très profond. Il est sous le niveau de la mer et la plaine est bordée des deux côtés de montagnes vertigineuses. C'est justement au fond de la vallée qu'on trouve la trace des forces souterraines, si on sait où regarder. Les couches sédimentaires horizontales, nées des dépôts au fond de la mer, sont encore bien visibles. Mais à côté, certaines couches ne sont pas du tout horizontales. Elles plongent vers le sol. Ces formes inhabituelles sont la trace d'un processus formidable. Il y a par exemple ce monticule de cendres et de débris posé au fond de la vallée qu'on appelle un cône de scorie. On croirait qu'il y a deux cônes, alors qu'il n'y en a qu'un qui a été divisé par une grande zone de faille. L'autre partie s'est déplacée de 213 mètres en 700 000 ans, soit environ 30 cm par millénaire. Dit comme ça, on dirait que c'est très lent, mais à l'échelle géologique, c'est beaucoup. Si ça continue comme ça, cette partie va s'éloigner encore plus. Il s'agit maintenant d'expliquer ce qui fait bouger cette ligne de faille. Pour cela, Marlee Miller étudie d'anciennes formations rocheuses dont les contours irréguliers leur ont valu le nom de carapace de tortue. Ces structures sont fondamentales si on veut comprendre l'origine de la vallée. Elles ont beaucoup à nous apprendre si on prend le temps de se pencher sur leur cas. En fait, c'est la texture particulière de la roche qui parle le plus. Si vous l'observez de près, vous remarquerez des veines tout en longueur, des lignes toutes fines. Cette texture identifie précisément la provenance de ces roches. On voit qu'elles ont été déformées, un peu comme un morceau de plastique qu'on aurait chauffé et puis plié. C'est ce qui s'est passé avec ces roches. Elles se sont formées à une température et à des pressions très élevées à l'intérieur de la croûte terrestre, à une quinzaine de kilomètres de profondeur. Après quoi, elles ont été poussées à la surface. Une force colossale a soulevé ces structures en carapace de tortue et les a étirées comme du caramel mou au moment où la vallée prenait forme. Et une fois de plus, c'est le processus de dérive des continents qui explique ce qui s'est produit ici. Les volcans nés de la collision entre deux plaques lithosphériques se sont peu à peu éteints, et les hautes montagnes qui dominaient la région ont lentement été écartées et inclinées. Au fil du temps, tandis que la croûte terrestre devenait de plus en plus fine, un bassin profond s'est ouvert entre les chaînes de montagnes.
La vallée de la mort est l'exemple le plus extrême d'un étirement de la lithosphère. La mesure des ondes sismiques a révélé qu'ici, la croûte continentale ne fait que 25 km d'épaisseur. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est bien plus mince que presque partout ailleurs sur la planète. En moyenne, la croûte terrestre continentale est épaisse de 40 km. Sous le massif de l'Himalaya, le socle rocheux atteint même 69 km. Et il faut bien cela pour supporter la masse de sommets comme l'Everest. Les structures en carapace de tortue permettent de dater le moment de l'ouverture de la vallée de la mort. La datation de ces roches indique que cette déformation s'est produite il y a environ 13 millions d'années, bien que le paysage n'ait pas pris immédiatement sa forme actuelle. À l'échelle des temps géologiques, cette région est encore toute jeune. La vallée de la mort, telle qu'on la connaît, n'a que 3 ou 4 millions d'années, tout au plus. Les phénomènes d'élargissement ont commencé avant, mais la vallée elle-même est très récente. Les scientifiques savent que le processus est loin d'être terminé. Ils en ont la preuve irréfutable, et elle se situe ici, à Badwater. Je me trouve à Badwater. C'est le point le plus au-dessous du niveau de la mer de tout l'hémisphère nord. Ici, nous sommes à moins 85 mètres, comme si nous étions descendus de la longueur d'un terrain de foot dans l'océan. Le plancher de la vallée s'enfonce imperceptiblement de quelques millimètres chaque année, un phénomène plus lent que la pousse de nos ongles. L'étirement que subit la croûte terrestre à cet endroit a fait de Badwater l'un des endroits les plus bas du globe, car son véritable plancher n'est pas le sol que l'on voit. La surface que nous voyons est le sol moderne, mais il faut bien comprendre qu'avant d'atteindre le socle rocheux, il faut traverser des couches sédimentaires accumulées au fil des âges et qui représentent 4,8 km de profondeur. Il faudrait creuser la couche sédimentaire sur une profondeur équivalente à 11 fois la taille de l'Empire State Building pour atteindre le socle rocheux. Les sédiments accumulés dans cette cuvette suffiraient à ensevelir New York sous 1,5 km de terre. Le fond de la vallée est sans arrêt alimenté en alluvions arrachées aux montagnes alentours. Mais il n'est pas près de se remplir. Les sédiments s'accumulent moins vite que le plancher de la vallée ne s'enfonce. De ce fait, le sol sur lequel nous nous tenons reste sous le niveau de la mer et poursuit sa lente descente au fil des âges. Ce mouvement constant est le signe apparent de forces géologiques en pleine action. C'est ce qui rend cet endroit si unique au monde. Le charme de la vallée de la mort, c'est que nulle part ailleurs, on ne voit la lithosphère être écartelée à ce rythme et à cette échelle. Au terme d'une véritable enquête géologique, les scientifiques ont ainsi découvert comment la vallée de la mort était devenue le point le plus bas d'Amérique du Nord. Les mamelons rocheux en carapace de tortue ont été façonnés par les puissantes forces tectoniques capables d'écarter les montagnes pour faire apparaître une vaste plaine. Le site de Badwater, situé à moins 86 mètres, est la preuve qu'ici, la lithosphère poursuit sa métamorphose. Mais l'histoire ne se limite pas à l'effondrement progressif de la vallée de la mort. Les géologues se demandent encore comment cette fournaise a bien pu être façonnée par l'action de la fonte des glaciers. Il y a 1,2 milliard d'années, la vallée de la mort était recouverte par la mer. 1 milliard d'années plus tard, des volcans ont surgi à cet endroit et repoussé l'océan. Puis, il y a 13 millions d'années, la plaque continentale a commencé à se distendre, jusqu'à ce qu'il y a 3 millions d'années, la vallée de la mort devienne l'un des points les plus bas à la surface terrestre.
Ce qui s'est passé ensuite, les chercheurs l'ont découvert grâce à un minerai peu connu, mais hautement prisé. On imagine souvent que les prospecteurs qui se sont aventurés dans la vallée de la mort ne cherchaient que de l'or ou de l'argent. Pourtant, on trouve ici un minerai beaucoup moins glamour et beaucoup moins sexy et excitant, le borax. On l'appelait l'or blanc du désert. En 1880, le borax était rare, mais très demandé. On l'utilisait dans la fabrication d'antiseptiques et de détergents. C'est ainsi qu'Aaron et Rosie Winters, deux époux qui tentaient de survivre dans la vallée, ont un jour entendu dire par un autre prospecteur que le borax ferait leur fortune s'ils en trouvaient. L'homme leur révéla même la méthode secrète pour tester sa présence dans le sol. Désireux de garder les bénéfices éventuels pour eux-mêmes, le couple attendit le milieu de la nuit pour pratiquer ce test dans la vallée de la mort. Il faut faire brûler le minerai pour voir s'il contient du borax. Je vais vous montrer comment les Winters ont procédé. Ils ont versé de l'acide sulfurique sur la roche, puis ajouté de l'alcool, sans doute du whisky de mauvaise qualité, car on était en 1880. Et puis ils ont enflammé le mélange. S'il y a du borax, la flamme doit être verte. Comme vous le voyez, la flamme est verte. C'est comme ça qu'en 1880, les Winters ont su qu'ils deviendraient riches. Ces débuts très modestes ouvrent la voie à toute une industrie. La fortune des Winters était faite. Ce borax est un indice précieux pour compléter le puzzle géologique que représente la région. Car il se trouve que les dépôts de borax ne sont visibles que dans le lit d'anciens lacs d'eau douce. L'eau de mer qui a un jour recouvert cette vallée avait alors disparu depuis bien longtemps, sans doute plus d'1 milliard d'années. Mais la présence de borax prouve que de l'eau douce a sûrement occupé cette zone lorsque les glaciers des environs ont reculé, il y a environ 200 000 ans. La fonte des glaciers a alimenté des rivières qui se sont déversées vers le point le plus bas, la vallée de la mort. Peu à peu, un immense lac s'est formé et a recouvert la plaine. Le bassin hydrographique de la vallée était considérable. Ces rivières drainaient un territoire qui s'étirait sur plus de 23 300 km². L'eau qui s'écoulait depuis les montagnes avoisinantes lessivait les minéraux du sol, comme le borax, et les déposait au fond du lac. Dans beaucoup de lacs, le borax ressemble à un minerai blanc, au contour cotonneux. La présence de borax prouve qu'un lac s'étendait bien ici. Les géologues l'ont baptisé lac Manly, du nom du pionnier William Lewis Manly, qui a baptisé l'endroit Vallée de la Mort en 1849. Mais comment deviner les dimensions de ce lac aujourd'hui disparu? La clé du mystère se trouve ici, dans une petite butte traversée par la route, près de Beatty Junction, à l'est de la vallée. On a beaucoup de chance que la route coupe ce dépôt de gravier. Les travaux de percement ont mis au jour des galets bien polis. On voit bien les différentes couches et la façon dont les cailloux sont agglomérés entre eux. Ce sont des amas. La forme et la disposition des galets indiquent clairement comment ils se sont retrouvés ici. On devine la direction du courant qui les a déposés. L'eau venait frapper cet endroit de la droite vers la gauche. Ce qu'on voit, c'est l'action des vagues du bord. On est donc sur ce qui était la grève. L'élévation de cette plage de galets au-dessus du fond de la vallée permet de calculer les dimensions du lac. Ici, nous étions au bord du lac. Vous imaginez les vagues qui viennent mourir à nos pieds.
En regardant vers le sud, on aurait contemplé un immense lac à la place de cette cuvette salée. Le lac Manly devait recouvrir une zone d'environ 150 000 hectares pour 137 mètres de profondeur. C'est vrai que c'est étrange de visualiser les contours d'un lac en pleine vallée de la mort, surtout par une chaleur pareille. On aimerait se retrouver au temps jadis, voir cette étendue d'eau et la végétation luxuriante qui devait couvrir les berges. Le paysage a radicalement changé. John Casquet nous explique maintenant pourquoi le lac Manly a disparu. Pour cela, il nous entraîne dans l'un des endroits les plus inattendus du parc national. Ce champ, au sol diaboliquement irrégulier, qu'on appelle d'ailleurs le golfe du diable. Ici, même les bruits sont étranges. Dans le silence du désert, on perçoit de faibles craquements secs à mesure que le soleil implacable assèche la moindre trace d'humidité encore retenue par le sol. Le sel qu'on voit ici est ce qui reste d'un lac. On appelle cet endroit le golfe du diable, mais c'est sûrement la surface la plus improbable pour pratiquer ce sport. Le sol est recouvert d'amas de boue salée. Les cristaux de sel émettent un léger pop en se dilatant sous la morsure du soleil. Ce sel ne vient pas de la mer. Tout comme le borax, il a été lessivé par les rivières qui ont inondé la vallée de la mort il y a 200 000 ans. À l'origine, il était dissous dans l'eau du lac Manly. Une expérience toute simple permet de comprendre comment il a fini sous cette forme. Je vais verser une solution d'eau salée sur cette plaque. Au fil de l'évaporation, on devrait voir un dépôt de sel se former. C'est comme ça que cette croûte salée est apparue. Il fait très chaud aujourd'hui, l'eau devrait s'évaporer rapidement. Ça n'a pas pris longtemps. Regardez ces magnifiques cristaux de sel sur les bords. C'est comme ça que se forment les plaques de sel. Lorsque la pluie tombe, le sel se dissout, comme dans la solution que j'ai ici. Et dès que l'eau s'évapore, les cristaux se reforment. Aujourd'hui, les plaques de sel de la vallée de la mort recouvrent plus de 517 km², soit 5 fois la superficie de Paris. Ce sont les vestiges d'un lac ancien qui a fini de s'évaporer il y a 2000 ans, lorsque le climat de la Terre s'est réchauffé. Depuis lors, les températures de la région n'ont cessé d'augmenter. La vallée de la mort est sans aucun doute l'un des endroits les plus chauds au monde. Le record de température a été enregistré le 10 juillet 1913 avec 56,7 degrés Celsius. Pour vous donner une idée, le gardien du ranch de Furnace Creek qui faisait les relevés à l'époque a dit qu'il faisait si chaud qu'il a vu les hirondelles être foudroyées en plein vol. Aujourd'hui, on sait que le climat impitoyable qui règne ici et qui a provoqué l'assèchement du lac, s'explique par la situation particulière de la vallée. La région reste désespérément sèche à cause des 3 chaînes de montagnes qui la séparent du Pacifique, à plus de 300 km de là. À l'ouest, il y a la Sierra Nevada. Les masses d'air arrivent par là, chargées d'humidité. En prenant de l'altitude, elles perdent beaucoup de cette humidité sur les versants occidentaux de chacune des 3 chaînes de montagnes qu'elles rencontrent. Le temps de les franchir, elles sont quasiment asséchées lorsqu'elles arrivent sur la vallée de la mort, qui n'a droit qu'à quelques gouttes de pluie. Pratiquement toutes les dépressions côtières sont arrêtées par ces 3 chaînes montagneuses. Chacune agit comme un écran anti-pluie, son versant est étant dans l'ombre pluviométrique. Nous subissons 3 fois de suite l'effet de l'ombre pluviométrique. Il tombe moins de 5 cm d'eau par an. Et ce n'est pas tout. Les masses d'air asséchées descendent vers la vallée en s'échauffant, puis sont prises au piège entre les montagnes. Ainsi, en été, la vallée de la mort devient une fournaise mortellement dangereuse.
Petite démonstration à la station météo locale pour comprendre à quelle vitesse le lac de la vallée a dû disparaître. Chaque jour, en effet, le ranger Callaghan vérifie le taux d'évaporation. Pendant les mois d'été, il m'arrive d'avoir à verser 5 récipients comme celui-ci. Je les remplis et je les verse dans le bassin jusqu'à ce que l'eau soit à niveau. Ici, il tombe à peine 5 cm d'eau par an, alors que le taux d'évaporation est de 3,80 m. Cet écart gigantesque entre la pluviométrie et la vitesse d'évaporation signifie qu'un lac de 3,70 m de fond et de 48 km de long pourrait s'évaporer en une année. Le lac Manly était bien plus important que cela, bien sûr, mais sa disparition n'a été qu'une question de temps. Les scientifiques savent maintenant où est passée l'eau douce qui coulait autrefois ici. Le borax, découvert dans les années 1880, prouve que la vallée a bien été occupée par un lac d'eau douce. Les galets découverts sur une ancienne grève indiquent que ce lac s'étendait sur 155 000 hectares. Lorsque les dernières mares d'eau douce se sont asséchées, il y a 2000 ans, la vallée de la mort est devenue l'endroit le plus aride des États-Unis. C'est ce qui rend la suite de cette enquête géologique particulièrement ironique. Car il apparaît que l'un des derniers bouleversements subis par la région soit dû à la puissance de torrents d'eau. Il y a environ 100 millions d'années, la mer qui recouvrait la vallée de la mort a cédé la place à des volcans très actifs. Après quoi, ces sommets ont été écartelés jusqu'à créer le point le plus bas des États-Unis. Puis, il y a environ 200 000 ans, cette vallée s'est remplie d'eau douce jusqu'à ce que l'effet d'ombre pluviométrique provoqué par le relief ne crée ce désert aride. Depuis 2000 ans, la vallée de la mort est l'endroit le plus chaud et le plus sec de toute l'Amérique du Nord. La présence d'une gorge creusée par l'eau, comme celle de Mosaic Canyon, a donc de quoi surprendre le visiteur sur cette terre ingrate. Surtout lorsqu'on y trouve des rochers énormes incrustés dans les parois, comme de vulgaires galets. Regardez la taille de ce rocher et à quelle hauteur il se trouve. Il fait presque 1 mètre de diamètre et je n'imagine même pas son poids. Paula Messina sait qu'il n'y a qu'une force capable de soulever un tel rocher si haut. L'eau l'a apporté ici et l'a déposé là-haut. Il faut vraiment que le courant ait été d'une violence inouïe pour carrément incruster un tel mastodonte dans la paroi rocheuse. Ça vous donne une idée de la force du courant qui emprunte les canyons pendant les crues éclairs. Les crues éclairs sont un phénomène violent et mortel. Si une telle crue dévalait ce canyon, je n'aurais même pas le temps de m'enfuir, tant la vitesse du courant est incroyable. Les crues éclairs sont des phénomènes extrêmement violents. Le flot peut emporter des objets de la taille de 4x4 sans aucun problème. Voilà donc que dans un des endroits les plus secs au monde, des crues peuvent survenir. Comment? À cause de la pluie. On l'a dit, ici il tombe en général moins de 5 cm d'eau par an. C'est ce que reçoit New York en un seul mois. Mais il arrive que de violents orages déversent cette quantité d'eau en une seule journée. Les inondations qui suivent transforment le paysage de plusieurs façons. Le désert fleurit, car l'eau réveille les plantes et les graines en état de latence depuis parfois plusieurs années. La pluie provoque une explosion de couleurs. À côté de ce phénomène, certes magnifique, il en est un autre, beaucoup plus dangereux, et qui a parfois pris des vies.
En 2004, il y a eu une crue éclair qui a déboulé à Furnace Creek. C'était une eau boueuse assez dense pour emporter un véhicule et l'entraîner dans le courant. Plusieurs personnes sont mortes, alors que c'était sûrement une petite crue par rapport à d'autres qui ont laissé leurs traces sur ces parois. Si les crues éclairs ont lieu partout sur la planète, on trouve ici la preuve de l'impact géologique très particulier qu'elles ont eu sur la vallée. Ces parois en marbre sont polies, pas éraflées ni creusées. Elles ont été polies par un matériau très fin qui a été apporté par l'eau. La roche est très douce et rainurée. C'est incomparable. C'est près de Zabriskie Point, dans les Badlands, ou Mauvaise Terre, que se trouve la cause de cette abrasion. On les appelle mauvaises terres parce que rien ne pousse dessus. Le sol se désagrège et subit une forte érosion. Aucune plante ne peut y prendre racine. Les Badlands sont constitués de sédiments desséchés qui jonchaient autrefois le fond du lac recouvrant la vallée. Tout ça n'est que de la boue séchée. On appelle ça de l'argilite parce qu'elle s'est un peu transformée en roche. Les éléments minéraux contenus dans l'argilite se superposent en couches parallèles. Lorsqu'il pleut, la pluie ruisselle dessus et arrache pas mal de particules qui sont emportées en aval. Ce sont ces particules qui ont poli les parois du canyon. L'eau chargée de sédiments envahit la gorge et les frottements polissent et incisent la roche. À chaque crue éclair, le canyon devient plus profond. Ses parois grandissent et sont de plus en plus érodées. Le flot d'eau boueuse peut se frayer un chemin dans le socle rocheux à une vitesse et avec une force inimaginable. Ces canyons ont été creusés à la faveur de failles du terrain, là où la roche a été affaiblie par l'écartement sous-jacent que subit la vallée. Cet endroit est un manuel de géologie grandeur nature. La vallée de la mort est bien vivante. Ici, les choses changent à l'échelle d'une vie humaine. Voilà maintenant un nouvel acteur des métamorphoses de ce désert, l'eau. Les rochers incrustés dans les parois des canyons illustrent bien la puissance des crues éclairs. Et les sédiments de l'ancien lac de la vallée affectent encore le paysage en participant à son érosion. D'autres détails intriguent encore les chercheurs. Parmi eux, une énigme des plus étranges, celle des rochers qui semblent se déplacer tout seuls, parfois de plusieurs dizaines de mètres, en plein cœur de la vallée de la mort. Au fil des millénaires, la région, un jour couverte d'eau, s'est métamorphosée en un désert hostile. Si les géologues comprennent aujourd'hui les processus qui ont modelé cette extraordinaire création de la nature, certains mystères demeurent. C'est un phénomène encore plus étonnant que tous ceux décrits jusqu'à présent. Cap sur Racetrack Playa, au nord de la vallée. Ce lac asséché de 4 km de long sur 1 km 600 est le théâtre d'un prodige surprenant. Ici, certaines roches sont mobiles. J'adore cet endroit un brin étrange. À chaque fois, je découvre quelque chose de différent que je n'avais pas vu avant. Derrière ces rochers posés sur le lac asséché, une longue traînée marque le sol. Il est clair que ce sont les traces du déplacement de ces cailloux. Mais comment diable des pierres peuvent-elles glisser vers l'amont? Sans compter qu'il ne s'agit pas de vulgaires galets, non. Certains blocs pèsent plus de 300 kilos. Et d'autres
ont laissé derrière eux une trace de 900 mètres de long. Le phénomène a commencé à être répertorié il y a une centaine d'années. Pourtant, personne n'a jamais vu ces rochers se déplacer. Paula Messina, elle, enregistre le mouvement de chaque bloc depuis 1996. Son système GPS lui indique une position au centimètre près. La géologie n'est rien d'autre qu'un travail de détective. Mais plus que chercher les traces de choses qui se sont produites il y a très longtemps, je préfère travailler ici à Racetrack, parce que là, l'histoire géologique est en train de s'écrire. Premier indice, la surface sur laquelle les blocs glissent. Je pourrais très probablement me limer les ongles en les frottant dessus. Mais après la pluie, le sol est si argileux qu'il devient glissant, un peu comme le revêtement d'une poêle. Et là, pas besoin d'avoir de la force pour déplacer un gros bloc. Tout simplement parce que la friction avec le sol est quasi nulle. Mais la pluie ne suffit pas à expliquer le phénomène. Paula Messina a repéré un deuxième responsable. Même s'il pleut, s'il n'y a pas de vent, les blocs ne bougeront pas. Racetrack Playa est un couloir naturel dans lequel le vent s'engouffre depuis le sud. Au ras du sol, on enregistre des rafales dignes d'un ouragan, avec des pics à plus de 144 km/h. C'est plus qu'assez pour faire bouger les blocs. Vous avez le vent, un sol glissant. Il suffit de pousser un bloc du petit doigt et il se mettra à bouger. Une fois tous les éléments réunis, les rochers peuvent poursuivre leur mystérieux voyage. Personne n'a jamais été témoin de leur déplacement. On ne peut qu'imaginer leur vitesse. Mais d'après ce que j'ai vu, ces blocs glissent vite. On peut estimer qu'ils avancent entre 5 et 6 km/h, comme quelqu'un qui marche d'un bon pas. Mais tant que ce phénomène n'aura aucun témoin, le mystère des roches mobiles de la vallée de la mort perdurera. J'espère bien qu'il ne sera jamais résolu. C'est ce qui pique mon intérêt et c'est certainement ce qui attire tant de gens. Les géologues qui étudient la vallée de la mort peuvent maintenant dérouler sa fabuleuse histoire. Les fossiles de stromatolites indiquent qu'une mer a un jour recouvert cet endroit. Les roches agencées en carapace de tortue ont été modelées par les forces tectoniques qui, jour après jour, contribuent à l'effondrement de la vallée. À Beatty Junction, la présence de galets révèle qu'un lac d'eau douce miroitait ici sous le soleil. Et les parois polies de Mosaic Canyon montrent que l'eau joue encore un rôle dans l'évolution de ce paysage. La vallée de la mort reste l'une des merveilles géologiques les plus fabuleuses du monde, et elle n'a pas fini sa métamorphose. Son socle rocheux subit un lent écartèlement sous l'effet des mouvements magmatiques. En clair, ici la croûte terrestre s'étire et devient de plus en plus fine. Un jour, dans des dizaines de millions d'années, la vallée de la mort sera peut-être séparée du reste des États-Unis par une mer. Qui sait? En attendant, elle poursuit son lent effondrement, tandis que sa surface continue d'être sculptée par l'eau. Ici, la Terre n'est jamais au repos.